Bonsoir à toutes et à tous, je suis donc Frédéric Sisnal, je suis l'auteur du livre « Berlin avant la techno, du post-punk à la chute du mur ». Donc pendant 1 heure, je vais vous parler entre autres bien sûr du contenu de ce livre qui est avant tout un recueil d'interviews. J'ai rencontré pour pouvoir l'écrire 31 personnes, 28 personnes s'expriment dedans, ce sont donc des artistes qui ont façonné, qui ont écrit l'histoire de cette musique-là, et on parle bien de avant la techno, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin. Cette histoire commence au début des années 72. Il y a un premier personnage qui s'appelle Mabel, qui arrive donc à Berlin. Il habite dans un premier temps en Allemagne de l'Ouest. Il y vit sa scolarité. Il n'est pas véritablement heureux. Il a la particularité, lui, de vivre son homosexualité d'une façon très compliquée. Il est dans un petit village, il y a beaucoup de préjugés. Il est oppressé, il quitte donc son petit village pour se retrouver donc dans la ville de Berlin. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est donc Wieland. Wieland qui plus tard deviendra l'un des présentateurs et surtout organisateurs de la Berlinale à Berlin. Et Wieland Speck, lui aussi, habitait à Fribourg, à 90 km d'ici, pour les mêmes raisons, homosexuel, voulant vivre sa vie d'une façon des plus convenables possibles, des plus normales. Et il est oppressé. Donc en 1972, lui quitte Fribourg pour partir vers Berlin. Dans un premier temps, ils habitent dans des petits studios ou dans des une pièce. Au bout de quelques temps, ils s'y retrouvent à 5 ou à 6 personnes à vivre dans une pièce. C'est assez compliqué. Et Mabel et Wieland décident de louer un premier appartement. Et dans cet appartement qui se trouve à Kreuzberg, qui existe toujours, ils y habitent toujours de nos jours. Et c'est dans cet appartement-là que j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. C'est là que va naître, en fin de compte, cette scène berlinoise. De là vont y graviter énormément de personnes qui, du jour au lendemain, vont s'amuser à s'auto-proclamer comme étant des artistes. Alors, qu'est-ce qu'être un artiste? Ça peut être un musicien. On va beaucoup parler de musique et de son ce soir, justement dans le cadre de la semaine du son. Mais d'autres vont s'auto-proclamer comme étant peintres, alors qu'ils n'ont aucune formation. Et d'autres vont être photographes, d'autres vidéastes, d'autres vont utiliser le format Super 8 pour tourner des images. On va faire une première pause. Mabel, dans un premier temps, va fonder un groupe qui s'appelle... On parlait justement de la semaine du son, on y est. Mabel va former un premier groupe qui va s'appeler Die Gesund, les gens en bonne santé. Et donc dans la ville de Berlin, c'est au moment de la guerre froide. Le mur a été construit au début des années 60. Pour y vivre, la jeunesse doit être volontaire et justement être bien motivée. Et certains vont y vivre ils vont donc y créer de la musique. Die Gesund, une particularité, c'est que l'album a été écrit, façonné dans le studio de Klaus Schulze, qui sera l'un des héros de la musique krautrock, mais surtout de la kosmische musique allemande durant les années 70. Premier titre, Die Gesund. Avec Zuma Folk, le chemin vers la réussite. Je me permets quand même de revenir à une chose très importante. Il faut bien comprendre que la ville de Berlin est donc emmurée depuis les années 60 et que la ville est officiellement démilitarisée pour les personnes qui ne veulent pas faire leur service militaire. Donc, tout ce qui est, on va dire, gauchiste, anarchiste, celui qui a envie de vivre sa vie comme il l'entend et surtout ne pas faire son service militaire, qu'il soit allemand, français, européens ou même américains, ils font tous une chose, ils vont à Berlin.
Et ça, tout d'un coup, ça va être une concentration, en fin de compte, de personnes assez originales. Durant ces mêmes années-là, on est donc en version post-Seconde Guerre mondiale. Berlin a été reconstruite d'une façon très rapide. Il y a beaucoup de familles qui, des parents, ils vont faire 2, 3 enfants, mais il n'y a qu'une seule pièce, en fin de compte, pour pouvoir abriter ces 3 enfants. Donc au bout d'un moment, tout le monde est resserré, les uns sur les autres, et les enfants, quand ils deviennent... quand ils ont presque l'âge de la majorité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quitter le noyau familial. Mais à Berlin, va connaître une autre grande transition, c'est l'arrivée des squats. Il y a déjà à cette période-là pas mal d'endroits qui ne servent à rien du tout. Donc les jeunes du jour au lendemain, ils vont pousser les portes des immeubles qui sont fermés et ils vont s'attribuer ces endroits-là. Alors bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. C'est déjà le côté do it yourself, mais en fin de compte, ces jeunes-là, ils ont un autre attrait, c'est qu'il existait une sorte de RSA qui n'a strictement rien à voir à comparer de nos jours en France. C'est qu'ils donnaient une petite rente aux jeunes pour venir habiter Berlin. Parce que qui avait envie d'aller habiter Berlin à ce moment-là? Ville emmurée, il faisait beaucoup plus froid qu'actuellement. Les immeubles étaient de très mauvaise qualité, mais bon, il y avait aussi une jeunesse qui fuyait quelque chose. Voilà. On va parler cette fois-ci, par contre, de musique. Alors, début des années 80, fin 70, il n'y avait pas de label, en fait, à Berlin. Ça n'existe pas. Il y avait une autre chose, il n'y avait pas véritablement de studio d'enregistrement. Le titre qu'on écoutait juste avant date de 1982. On va revenir un peu en arrière à ce moment-là. C'est très limité. Comment est-ce qu'on distribuait des disques? On ne les distribuait pas parce que la scène qui représentera plus tard la musique berlinoise bruitiste, avant-gardiste, n'est pas du tout éditée en vinyle. Elle est éditée comment? En cassette. Le format cassette revient un petit peu de nos jours, d'une façon toujours assez originale. C'est qu'à l'origine, il avait un avantage. C'est que si vous aviez un magnétophone avec 2 lecteurs dedans, il y en avait un qui pouvait enregistrer sur l'autre. Ça a été la première des choses. Et vous étiez complètement indépendant. Il n'y avait pas du tout de maison de disques qui venait toquer à votre porte, vous dire « Oh, ça, ce produit, il est complètement invendable ». Ça, c'était pas le problème, vu que tout le monde le faisait par soi-même. Donc au début, il y a eu, quasiment au même moment, il y a eu 4 labels qui se sont montés. Eux n'appellent pas ça des labels, mais ils se sont quand même donné des noms. Le premier, ça a été le Kassettenkombinat, qui a été fondé par Kidi Sitny, qui deviendra le premier ou le deuxième peintre du mur de Berlin aux côtés de Thierry Noir. On en reparlera tout à l'heure. Puis est arrivé un endroit qui est en fait un magasin, qui est détenu par Blixa Bargeld, Bettina Köster, ainsi que Gudrun Gut à l'origine. Gudrun Gut et Blixa Bargeld feront partie de la première monture d'un groupe qui s'appelle Einsturz Neubauten. Là-dedans aussi, même chose, ils répètent un peu, ils n'ont pas véritablement la place, mais eux, c'est pas véritablement c'est de faire de la musique comme nous, on l'entend de nos jours, c'est de fuir leurs idoles. Ils ont écouté de la musique des années 70, ils ont écouté de la musique de hippie, ils ont connu les Beatles, les Rolling Stones, bien sûr David Bowie, mais c'est pas ça qui les intéresse. Pour eux, c'est de se créer une identité. À ce moment-là, il y a beaucoup de place dans la musique. Elle n'est pas comme, je vais dire, renfermée comme de nos jours, parce que beaucoup de choses ont été testées, déjà écrites, et même de ces nouveaux cheminements, on est déjà en train aussi de se répéter durant quelques années. Mais au début des années 80, c'était vierge. Il suffisait tout simplement d'avoir quelques idées, un magnétophone, et de se donner les moyens d'y arriver. Tout à l'heure, je vous parlais du Kassettenkombinat. Ça a été créé en fait dans une cave, et pour unique matériel, ce qu'ils avaient, c'était un magnéto 4 pistes, un micro, et pour faire l'isolation de cette pièce qui faisait 25 mètres carrés, il s'était accordé que le côté technique devrait garder 5 mètres carrés. Et pour faire l'isolation, ils ont été dans une décharge, enfin dans une case de voiture, et ils y en ont ramené un pare-brise de voiture. C'était l'unique investissement. Et ils ont édité énormément de cassettes. Pour eux, c'était facile. Ils tiraient des versions de 30, 40 cassettes, et ils les vendaient dans quelques bars, chez quelques disquaires. Et ils espéraient bizarrement, non pas que tout soit vendu, mais que les gens puissent s'intéresser à leur musique, à leur démarche. C'est pas du tout la même chose. On parlait pas du tout de rentabilité à ce moment-là, mais plutôt de partage de démarche artistique. La suite est arrivée aussi avec un autre label qui a été en fait le premier à éditer des 45 tours. L'histoire arrive.
En fin de compte, ça vient d'un petit magasin qui s'appelait le Blue Moon à l'origine. C'était un magasin de chaussures. Ça a été l'un des premiers à Berlin qui vendait des Perfecto, des Teddy, des Doc Martens, des Creepers, surtout des produits pour se teindre les cheveux. Mais au bout, au fond, il y avait une toute petite pièce. Et pour faire baisser le loyer, il avait proposé à Burkhard Zeiler qu'il ouvre un magasin. Et donc, ce magasin s'est appelé le Zensor. Mais lui, il était passionné de musique, mais de musique complètement différente. Quand il était jeune, quand il avait des bonnes notes, il m'avait expliqué que c'était assez rare. Ses parents lui donnaient 5 marks à l'origine, ce qui était une fortune à l'époque. Et il allait acheter toujours des 45 tours. Et au fur et à mesure, il a commencé à revendre des 45 tours. Jusqu'au jour, il s'est payé un billet d'avion. Il est parti en Angleterre. Il a acheté directement les 45 tours et il a commencé à les vendre sur des marchés aux puces. Mais lui, il avait un problème à l'origine. C'est qu'il recevait quelques cassettes. Il les trouvait vraiment bien, très intéressantes. Mais il se disait, mais ce qui est dommage, c'est que la musique que j'aime, on ne peut pas la trouver en vinyle. Il s'est renseigné, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait en faire des vinyles? Et l'histoire a commencé comme ça avec Zensor aussi. Il avait une amie qui s'appelait Elisabeth Recker, et elle sortait à l'époque avec un homme qui s'appelait Michael Schäumer. Et un jour, ils étaient en Allemagne de l'Ouest, et en revenant, ils disaient, ce serait vraiment génial, on pourrait peut-être monter un label. Oh, monter un label? Donc déjà, le label, ils l'ont appelé Monogame 2. Michael et Elisabeth. Le problème, c'est qu'ils n'avaient aucun financement pour pouvoir monter ce label. Et ils se sont dit, tout en conduisant vers Berlin-Ouest, ils se sont dit, et si on se mariait? À l'époque, on touchait une cagnotte, on touchait quelque chose de l'État, rien que du fait de pouvoir se marier, parce que personne ne voulait habiter dans cette ville. Donc ils ont utilisé l'argent, la dot quelque part de ce mariage offerte par l'État, pour pouvoir monter justement le label Monogame. Sur ce label seront publiés, entre autres, le premier 45 tours, justement, de Einsturz de Neubauten. Beaucoup de paroles. Sur les premières éditions du label Zensor, on va écouter un artiste très intéressant qui s'appelle Frieder Butzmann. Le 45 tours qu'on va écouter, il l'a façonné à partir de 3 machines à laver. Là, encore une fois, il n'était pas du tout question pour lui d'utiliser des claviers comme il les connaissait. Quand il a été petit, son père était passionné par le carnaval allemand. Et ce qu'il s'amusait à faire, il l'enregistrait tous les ans. Mais jusqu'au bout moment, il ne s'est plus jamais intéressé à ce grand magnétophone. Et lui s'est amusé en fin de compte à le détourner. Donc il allait dans des endroits et en général, il utilisait ce magnétophone pour l'enregistrer à partir d'un micro. Quand on s'est rencontrés, il m'a bien expliqué comment il procédait. Il se levait, il avait un long câble avec son micro, il laissait tourner. Et lui, ce qu'il comprenait, ce qui l'intéressait de faire, c'était de faire des banques de sons. Et à partir de ces banques de sons, il en créait quelque chose, une pièce radiophonique. Genre, il disait table, et c'était enregistré, il allait sur le mur, sur les vitres, et tout ce qu'il trouvait dans la pièce. C'est à partir de là qu'il en a fait des banques de sons pour créer une musique. Le premier 45 tours qu'il en a fait, qui s'appelle donc Vache Salon, il y a 3 machines à laver qui sont cachées dedans. Il y a celle de sa mère, celle de sa frangine et celle d'un lavomatique qui se trouvait à l'époque sur la Kantstraße. Frieder Butzmann, Vache Salon. Ce qui est intéressant au niveau de cette musique-là, c'est que tous les instruments que vous entendez derrière, il a suivi des cours pour façonner et fabriquer lui-même ses transistors et ses oscillateurs de son.
30 Sekunden eindrücken. 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 Ding aus B 29, 42. Ding aus B 29, 42. Freddy Botsman, Vache Salon, effectivement, au bout d'un moment, on entendra tout ce mélange de sons, on devinera peut-être des machines à laver, mais en tout cas, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'utiliser les éléments autour de lui pour en écrire quelque chose. C'était déjà de détourner les choses. S'il y a un groupe qui est bien emblématique de la scène berlinoise, il s'est fondé un 1er avril 1980, c'est le groupe Einstürzende Neubauten. À l'origine, ça devait être une blague. Sous la monture principale, à l'origine, il y avait donc Blixa Bargeld, Andrew Nru, Beate Bartel, qui fondera plus tard aux côtés d'un ancien musicien de DAF, Liaison Dangereuse. Et il y avait la fameuse Gudrun Gut. À 4 musiciens, ils sont montés sur scène. Ils étaient dans une discothèque qui à l'origine ne proposait que de la musique country et du rock pour hippie. Et ils ont joué devant une 40aine de personnes. La musique était à ce moment-là un tout petit peu structurée. Le côté bruitiste n'était pas là. Par contre, ce qui les intéressait dès le premier concert, c'est de ne rien faire comme les autres. Très rapidement, le groupe s'est intéressé à se façonner une sonorité. Ça s'est arrivé grâce à Andrew Nru. Alors lui, il avait plusieurs idées. C'était de se promener en pleine journée et d'aller surtout traîner sur les chantiers et d'observer, non pas comment les gens travaillaient, mais qu'est-ce qu'ils allaient laisser traîner la nuit. Perceuse, marteau-piqueur, conduits d'aération comme il y a ici, qui sont de très bonnes caisses de résonance, des marteaux, des tenailles, des plaques en fer. Et Andrew, pour son premier concert, avait encore une véritable batterie. Et ça l'a vite ennuyé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'utiliser en fin de compte tous les matériaux qu'il pouvait trouver gratuitement. Pour lui, ce n'était pas concevable de devoir se payer un instrument, de pouvoir se payer... les chantiers hauteurs n'existaient pas du tout à l'époque, mais de s'acheter une véritable batterie qui coûtait très cher, qui avait tel son, qui pouvait ressembler au jazz, ça ne les intéressait pas. L'intérêt, c'était justement de pouvoir détourner le son. Il avait un slogan qui était très rigolo, qui disait « Sois malin, vole dans les chantiers ». Et il l'a fait. Et c'est comme ça qu'il a façonné sa première batterie. Quand on les écoute, ces gens-là, il y a un son, il y a une identité, mais elle s'est faite progressivement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et au fur et à mesure, c'est une identité sonore qu'ils ont améliorée au fur et à mesure, et ils l'utilisent encore de nos jours, et on est pourtant en 2017. Le groupe, justement, on en parle. On va écouter un titre qui va peut-être être bruyant pour certaines personnes, et pourtant, c'est comme ça qu'ils jouaient autant en studio qu'autant sur scène. Steh auf Berlin, Einsturz Neubauten.
Abstürzen! Einstürzen! Luft sprengen! Vous imaginez bien que sur scène, il y a quand même quelques spectateurs qui ont dû être un peu surpris à l'origine. Ils jouent bien avec des perceuses. Sur certains concerts, ils ont carrément attaqué les murs de béton, les structures de la salle. Bon, l'organisateur de concert ou le propriétaire de la salle, il devait un peu pleurer quand même. Mais bon, ça a été fait, ça a été filmé, c'est des documents qui sont très intéressants à voir. Ce qui m'intéresse justement dans le cadre de la semaine du son, où on va énormément parler durant toute cette semaine de musique électronique, de la musique au sens large, il faut bien comprendre qu'au début des années 80, on a décidé d'être une contre-culture. Ces gens-là, non, je vais peut-être me répéter, décidé de ne surtout pas ressembler à leurs idoles. Mais pour eux, ils ont une philosophie, c'est que tout matériel est son. On connaît bien sûr les instruments, mais eux voulaient véritablement s'en détacher. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. 1980, le groupe enregistre son premier 45 tours sous le pont, dans la structure d'un pont d'autoroute à Berlin. Ils en ramènent une cassette, et après ils vont en studio pour essayer d'en écrire la phase B. Ce qui est très intéressant, c'est que quand ils sont en studio, le gars qui est en face derrière les mallettes, il comprend rien du tout, quoi. Il pète un plomb. Et puis il leur dit au bout d'un moment, il se lève, il leur tend les clés, il leur dit « Bon, écoutez, moi je rentre, je suis fatigué, quand vous aurez terminé, vous éteignez, moi je vais me coucher, j'en ai marre. » Le problème, c'est que personne ne comprend leur musique, mais surtout une autre chose, c'est bien beau de l'enregistrer, mais pour l'éditer en vinyle, ça devient compliqué. Tout d'un coup, va s'ouvrir une porte, c'est l'axe entre Berlin et Hambourg. Hambourg, il y a un personnage très important dans l'histoire de la musique allemande, c'est Alfred Hilsberg. Alfred Hilsberg, c'est un poète. C'est le vieil avant-gardiste, communiste, marxiste sur les bords et qui est très fleuri, qui s'imagine que tout le monde est sympa et tout. Et en fait, lui, il est journaliste pour le magazine Sound à la fin des années 70. Et il reçoit lui aussi beaucoup de cassettes. Et par contre, il reçoit des cassettes d'amis et il se dit « Mais moi, je comprends pas, là non plus. » Ben, toute cette bonne musique, elle n'est pas éditée. Alors lui, même chose, il se renseigne comment on édite un 45 tours. Il paye un premier 45 tours, il en récolte de l'argent, et de cet argent, il va financer le deuxième 45 tours, et ainsi de suite. Le mur de domino va se mettre en place. Sauf qu'il y a une particularité, et il la paye toujours, encore de nos jours, quand on s'est rencontrés justement dans le cadre de ce livre-là, ben, il n'a jamais payé ses artistes. Jusqu'au jour où sa maison de 10, son label Zig-Zag, s'est effondré. Et il le paye toujours. Les artistes, ben, il les a jamais quasiment payés. Il a payé les Neubauten et Abwärts. Les autres attendent toujours. Mais quelque part, ce qui était intéressant, c'est que lui s'est donné les moyens, en fin de compte, de créer une nouvelle scène. C'est lui qui a inventé le terme Neue Deutsche Welle, la nouvelle vague allemande. C'est lui, à l'origine, c'est une vague totalement anarchiste, bruitiste, qui plaît pas du tout aux gens. Les maisons de disques ne s'intéressent pas du tout à cette musique-là. Pour la bonne et simple raison, déjà parce qu'elle n'est pas agréable, elle est froide, et surtout elle ne rapporte pas d'argent. Une maison de disques, à l'époque, durant les années 80, tout comme encore de nos jours, une grande et belle maison de disques ne s'intéresse qu'à une chose, c'est son profit. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? La musique, le support, c'est encore une autre histoire. L'histoire ne s'est pas améliorée. Donc à l'époque, on en est déjà là. Revenons-en justement à la musique, vont se drainer par mal d'artistes qui vont se déplacer dans l'Allemagne, entre autres Alexander von Borsig, appelé de nos jours Alexander Hacke. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il repart, il quitte Berlin pour habiter à Hambourg, il habite dans un squat à côté du Reeperbahn, où il va y suivre sa copine qui s'appelle Christiane F. Pour ceux qui ont lu le livre, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, c'est sa copine à ce moment-là. Et il va y rencontrer un autre artiste qui va intégrer les Neubauten assez rapidement, qui s'appelle FM Night. Et quand j'ai rencontré FM Night, il m'a bien expliqué une seule chose, c'est que à ce moment-là, Alexander Hacke fuit Berlin. Mais il est mineur, hein, il a 14-15 ans. On est obligé d'aller à l'école de nos jours, enfin, et surtout aussi à l'époque. Il est suivi, il est recherché un peu partout en Allemagne, il se cache à Hambourg, et le but pour lui, c'est de ne se faire surtout pas arrêter. Mais par contre, dès l'âge de 14 ans, il intègre déjà plusieurs groupes à Berlin. Il est multi-instrumentiste. Quand il arrive à Hambourg et il rencontre FM Night, la première façon, le premier langage qu'ils vont comprendre entre les deux, c'est d'être dans un tout petit studio avec des moyens complètement ridicules et de faire de la musique ensemble.
tout simplement. Leur premier 45 tours, justement, va s'appeler Hiroshima. Hiroshima, wie schön es war, comme c'était beau. Déjà dans la provocation, on y revient. Hiroshima, wie schön es war, die Straßen waren hell. Hiroshima, wie schön es war, Hiroshima, wie schön es war. Ich hielt dich im Arm, da schlug der Blitz ein. Wir verfaulten, Arm in Arm. Wir waren so glücklich, verdammt glücklich. Ce 45 tours a une petite particularité, c'est qu'il avait été repéré par le New Musical Express à l'époque. Il avait été élu 45 tours de la semaine. Donc ce qui pour des Berlinois exilés à Hambourg était véritablement une réussite, mais en même temps une reconnaissance. Donc quelque part, s'ils avaient une petite reconnaissance à l'étranger, ils ont décidé aussi de se donner une apparence et un nom. Le 4 septembre 1981 va être organisé au Tempodrome à Berlin le festival de la Grande Chute, le festival des géniaux dilettantes. Le terme a été inventé, alors ça c'est encore un débat qui n'est pas véritablement urgent, soit par Blixa Bargeld ou alors Wolfgang Müller. Par contre, ce qui était très original, c'est que d'après eux, on ne peut pas être ni génial ni dilettante à la fois, il y a un contresens. Tout comme la façon de monter sur scène, et en même temps la façon de s'affirmer. On ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Et ils ont poussé quelque part la blague d'autant plus loin, c'est que quand ils ont édité autant les affiches que les flyers pour inviter les gens à participer à ce festival, c'est qu'ils ont volontairement laissé une faute d'orthographe dans le mot dilettante. S'ensuivent à ce moment-là, lors de cette soirée-là, toute la scène berlinoise. Franchement dit, toute la scène berlinoise, c'est à peu près 50 personnes qui se connaissent, musiciens, peintres, cinéastes, vidéastes pour tout ce qui est le format Super 8. Tout le monde monte sur scène. Alors la musique, pour beaucoup, ça les effraie, ça les surprend, parce qu'elle est vraiment pas convenable, cette musique-là. Ce qui par contre est intéressant, c'est le fait de monter sur scène et de revendiquer. Le punk est passé par là, mais le punk c'est quoi? C'est du rock'n'roll énervé, c'est du 4 temps. Là tout d'un coup on touche aux structures et on amène d'autres messages plus provocants, plus dérangeants. Le but était là. Donc le 4 septembre 1981, grâce à ce concert, tout d'un coup on arrive à donner un nom à cette scène-là. La scène des géniaux dilettantes. On va changer justement d'univers, on va parler cette fois-ci de rock féminin. Le rock au féminin, ça a aussi existé à Berlin, d'une façon très affirmée, mais avant tout, on va les écouter. Voici le groupe Malaria, ça fait rêver comme nom, un nom de maladie.
blaues Wasser, kaltes blaues Wasser, kaltes blaues Wasser, kaltes blaues Wasser, kaltes blaues Wasser. Le rock au féminin avec Bettina Köster et justement Gudrun Gut qu'on avait déjà pu découvrir dans la première monture du groupe Einsturz Neubauten. Ce qui n'est pas facile durant ces années-là, au début des années 80, c'est que les femmes puissent monter sur scène, vouloir ne surtout pas se revendiquer du mouvement punk tout en ayant quelque chose à affirmer sur scène, avoir un message et en même temps un comportement. Et ça, au début, ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a eu pas mal de bagarres. Des fois, les gens montaient sur scène, ils disaient « mais toi, t'es une grosse naze », et hop, une baffe volée. Bettina Köster a fini à l'hôpital comme ça, on lui a collé une fois une gifle. Elle s'y attendait pas du tout, elle a eu carrément le tympan explosé. C'était comme ça dans les années 80. C'est pour ça que nos jours, quand je vais à des concerts, je trouve ça toujours très très sage. Ça, c'était une petite aparté. On va parler toujours de conception de son, toujours dans le cadre justement de cette semaine du son. Il y a eu un autre groupe très intéressant, c'est Die Tödliche Doris. Alors il y a une tête pensante qui s'appelle Wolfgang Müller, qui est autant un philosophe, il a fait autant de la caméra, il a écrit beaucoup de livres, il a fait beaucoup de choses, il est multitalentueux cet homme-là. À un moment dans leur carrière, ils ont eu plusieurs faits intéressants, dont celui-là dont je vais vous parler. À un moment, le groupe annonce Unser Debut, c'est-à-dire notre début, numéro 4. Donc là non plus, il y a un contresens. Le début pour un numéro 4, il y a un problème. L'album sort et la presse tombe sur cet album. Il est extrêmement décrié, personne ne le comprend. Les structures sont tellement bizarroïdes que personne n'arrive à se rattacher sur quelque chose de concret. L'album est véritablement descendu dans la presse. Quelques semaines plus tard arrive un album qui s'appelle 6. Même chose. Se dire qu'est-ce que c'est que cet album, on ne comprend rien du tout, les structures sont pas belles, il n'y a pas de message, et où est-ce que vous voulez en venir? Le groupe reste mystérieux jusqu'à ce que toute cette contestation arrive, et tout d'un coup il commence à s'exprimer. Et en fait, il fallait bien comprendre l'histoire et le concept, parce qu'on parle toujours de son, mais les gens au niveau du travers du son ont aussi réussi à écrire des concepts. Premièrement, ils ont édité un album qui s'appelle numéro 4 et arrive après un numéro 6. Et la question que s'est tout le monde posée, les gens un peu avertis, se disaient « mais il est où le numéro 5 ?» Parce qu'il y a un album numéro 5 là-dedans. En fait, il suffisait d'avoir les deux albums, les poser face A sur une platine vinyle et de les jouer en numéro ensemble. Et c'était là où était caché l'album Invisible numéro 5. Ça a été créé une fois, c'est eux qui l'ont fait. Et tout d'un coup, effectivement, quand les plages se superposent, tout d'un coup, ça devient bien plus intéressant. Aussi, la stéréo commence à prendre sa place, parce que par moments, ça jouait que d'un côté, ça ressemblait à rien du tout. On ne comprenait pas. Le fait de jouer les deux vinyles en même temps, c'est là où on trouvait l'album Invisible, numéro 5. On parle de Die Tödliche Doris. Écoutons-les, justement. Il faut bien comprendre que Berlin devient véritablement une sorte d'aspirateur à jeunes anarchistes paumés de sa société, et tout le monde vient donc à Berlin. Ça, on en a déjà parlé. Alors, on va citer deux personnes. Un Français, Thierry Noir, dont on parlera tout à l'heure, mais avant tout, Mark Reeder. Mark Reeder, pour beaucoup, si vous avez vu Arte il y a 1 ou 2 ans, il y avait un film qui s'appelait B-Movie qui avait été diffusé. C'est lui l'acteur principal.
B-Movie, ça c'est le film, mais Mark Reeder, quand il a débarqué à Berlin, à l'origine, il habite Manchester, il connaît toute la scène qui nous fait rêver de nos jours. Il a fréquenté Joy Division, il connaît les Buzzcocks, il connaît tous ces gens-là. Et un jour, il croise Tony Wilson, qui est en fait le patron de la Factory, de ce fameux label. Et Tony lui dit qu'il a besoin d'un ambassadeur à Berlin. Et il l'envoie là-bas. Il va tout simplement à Berlin pour représenter le label Factory. Lui aussi est passionné de musique, mais surtout de la ville de Berlin. Parce que autant il aime bien la scène de Manchester, ça lui plaît, tout ce punk, tout ce post-punk, ce qu'on appellera plus tard la New Wave. Mais sauf que lui, il est attiré par la musique triste. Il aime les choses tristes et mélancoliques. Donc il part à Berlin, il rencontre toute cette scène-là, vu que beaucoup de gens veulent le courtiser pour pouvoir diffuser des cassettes vidéo dans des bars, d'organiser du restant de ce label justement Factory. Et il est amené à devenir aussi producteur de musique, ce qu'il est encore de nos jours. Il remixe beaucoup de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est l'un des premiers, en fin de compte, étrangers à s'intégrer totalement dans cette scène berlinoise. Il va y fonder un groupe qui s'appelle Die Unbekannten. On y retrouvera un batteur qui s'appelle Thomas Widler, qui, Thomas Widler, plus tard, travaillera avec Die Out. Et Die Out, après, mutera en Nick Cave and the Bad Seeds. C'est exactement la même famille. Ils habitent tous dans le même quartier. On parle de musique. Voici Die Unbekannten, justement. Un Anglais perdu à Berlin, on pourrait dire. À cette période-là, on parle bien de la jeunesse berlinoise, hein, même si c'est quand même un grand melting pot. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup vont surtout occuper leur quotidien pour fuir une espèce de quotidien quand même assez morne. On s'amuse pas beaucoup dans une ville emmurée, même si Berlin est très grand. Hein, comparé à Paris, c'est beaucoup plus grand. Il y a de la verdure, il y a des lacs, mais quand on est jeune, on aime bien que ça bouge, on aime bien qu'il y ait une activité culturelle. Le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, eux s'identifier même à leurs idoles passées, ça les intéresse pas, et celles actuellement, certainement pas. Donc à partir de là, les labels vont commencer à se monter. Il va y avoir des salles de concert. Il va y avoir aussi, entre autres, le SO36, où toute la scène va pouvoir y jouer. Cette salle de concert existe encore de nos jours. Et donc, label, salle de concert. Quand on a une salle de concert, on a donc un endroit pour pouvoir s'exprimer. Donc les choses vont commencer tout doucement à se structurer. Les cassettes vont commencer à disparaître et certains vont même commencer à se fabriquer ce que l'on appelle une distribution pour que les disques arrivent un peu partout en France. Le premier 45 tours de Monogamme à l'époque, ils n'avaient même pas les moyens de se payer les envois par la poste aux quatre coins de l'Allemagne. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris une voiture, ils ont mis les 1045 tours dedans et ils se sont fait un parcours au travers de l'Allemagne pour aller les déposer
chez certains disquaires qui pourraient être intéressés par leur musique. Et ils avaient déjà préparé le terrain bien avant. Mais du jour au lendemain, la scène des géniaux dilettantes a un nom. Berlin commence à être revendiqué. Einstürz Neubauten commence à tourner dans le monde entier. Die Tödliche Doris ne joue uniquement, quasiment que dans des musées d'art moderne. Ça commence à se faire reconnaître tout ça. Donc les choses commencent à se structurer tout doucement. D'autres groupes apparaissent. Entre autres, celui qui va arriver dans quelques secondes s'appelle P1-E, qui, pour l'écouter justement, c'est un autre son. Il y a une certaine de new wave dedans, il y a une certaine mélancolie. Fermez les yeux, repensez justement à ce début des années 80. Là, on est en 1982, et de se dire, c'est pas facile d'habiter là-dedans. Et voilà ce que cette jeunesse justement va en faire de ce groupe, de cette musique, pardon. Il va se passer quelque chose de très intéressant. Depuis le début, les maisons de disques rejettent totalement ce bruit, ce vacarme, cet anticonformisme musical parce qu'il n'intéresse pas grand monde. Par contre, il y a quelque chose qui va les intéresser, c'est le nom de cette scène allemande, s'appelle donc la Neue Deutsche Welle. Et en l'espace de quelques mois, les plus grandes maisons de disques vont publier pas mal de groupes qui s'appellent Fehlfarben. Il y a aussi Ideal qui habite Berlin. Il y a aussi Extra Bright. Et en fin de compte, souvent les gens ne font pas la différence entre ces deux scènes-là. Celle de la scène des géniaux dilettantes, où le nom justement de Alfred Hilsberg était la Neue Deutsche Welle, la nouvelle vague allemande. Mais du jour au lendemain, imaginez-vous que les maisons de disques vont toutes se rassembler autour d'une même table. En fin de compte, pour reprendre ce terme, cette idéologie musicale, pour tout simplement la travestir et on va dire la vendre d'une façon extrêmement commerciale. Les textes sont complètement nazes, ils veulent rien dire, ça parle du beau temps et de la pluie, mais par contre au niveau de la caisse enregistreuse, ça marche très bien. Et c'est très très fort. Donc tout d'un coup, il y a deux clivages qui vont se séparer. Le côté underground d'un côté, et tout d'un coup, le côté commercial. Et bien sûr, les gens créateurs de cette scène-là à l'origine ne vont pas du tout s'y reconnaître. À Berlin, il y a quand même une chose qui est véritablement inoubliable, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin, donc, a été construit en l'espace de quelques heures au début des années 60. De nos jours, quand on est à Berlin, il n'en reste pas grand-chose. On est du côté de la East Side Gallery. Petite précision, le mur que l'on voit, c'est du côté est vers l'ouest, et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Le mur de l'ouest n'existe plus du tout, donc c'est inversé. Je me permets de le préciser au cas où. Ce qui est très intéressant, c'est que vers 1985, Thierry Noir, justement, a quitté dès 1982 la ville de Lyon. Et il avait travaillé pour la Poste, et en l'espace de quelques jours, il s'est fait virer. On lui a bien fait comprendre, mais vous êtes complètement nul, vous savez pas travailler, vous serez jamais un fonctionnaire. Et lui, en fin de compte, il se dit, c'est bien dommage tout ça. Et quand il sort la nuit à Lyon, on lui parle toujours de Berlin. Il y a la musique de Liaison dangereuse,
Einsturz, Neubauten, tous les gens dont on a déjà parlé ce soir, et lui, ça l'attire. Donc il part à Berlin. Et quand il arrive dans cette ville-là, il est véritablement estomaqué parce qu'il traîne dans des petits bars à Kreuzberg. Et à chaque fois qu'il croise des gens, la seule chose qu'ils savent lui dire, c'est « moi, je suis artiste ». Alors, il m'explique, il me dit « moi, c'est complètement dingue. J'ai vécu toute mon adolescence et je suis né à Lyon. J'ai jamais croisé d'artistes. Et là, je ne croise que des artistes. » Même définition, tu fais quoi dans la vie ? Bah, je suis peintre, je suis sculpteur, je suis vidéaste, mais ta peinture, ah bah, ma peinture elle dégouline, t'as pris des cours, des quoi ? Des cours ? Jamais de la vie. Et pour pas être, on va dire, l'idiot de la soirée ni celui du village, quand tu lui as demandé mais toi tu fais quoi dans la vie ? Bah, il répond bah, moi aussi je suis artiste. Et donc un jour, bah, il a tenté lui aussi avec, il a été dans des magasins de bricolage et il s'est rendu compte que c'était vraiment pas cher d'acheter un marteau, une hache, un tournevis, et il s'est amusé à créer à partir du bois. Il a commencé à le peindre parce qu'on ferait tous. D'ailleurs, il y a un chantier juste à côté. Il y a peut-être des choses à récupérer pour s'exprimer plus tard. Et lui, c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Il l'a fait d'une façon très originale. Mais il habitait dans le plus vieux squat qui était à Berlin. Et sa chambre donnait directement sur le mur de Berlin. Et sa chambre était à peu près à 5-7 mètres du mur de Berlin. Un jour, il y avait Kidi Sidney qui était avec lui, dans la même pièce, et il y avait Alexander Haka aussi. Et bon, ils ont fait la fête, et ils se sont bien allumé la tête, et à un moment, Thierry est parti, c'était un soir de pleine lune, m'a-t-il raconté, et il est parti dessiner des grandes figures sur le mur. Et ça a commencé comme ça. Alors d'abord, ils ont fait une fresque qui devait faire 1,50 m, tout juste. Et le lendemain, ils y sont retournés. Ils se sont dit, bah, tiens, on va faire plus loin. Et on va s'agrandir, on va continuer. Alors ça a marché pendant un petit moment, jusqu'à ce que l'Est, bizarrement, soit mis au courant. C'était quand même la ville la plus espionnée au monde à l'époque. Vous aviez le communisme d'un côté, un mur au milieu, et le capitalisme de l'autre. Bizarrement, les communistes étaient au courant qu'on peignait leurs murs. Donc ça posait un problème. Le but du jeu pour eux, c'était de peindre, ils m'ont toujours expliqué, jamais avec un Walkman sur les oreilles, et de ne pas se faire attraper par les VoPos. Pourquoi ? Le mur était construit 5 mètres dans la frontière de l'Allemagne de l'Est. Donc il était à l'Allemagne de l'Est. 5 mètres à l'intérieur. Donc pour eux, le but, on peut le peindre, mais il ne faut pas se faire attraper. Alors au début, la mairie n'était pas tout à fait contre de Berlin-Ouest. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes, anarchistes, vivant à Kreuzberg ou Schönberg, dans ces quartiers-là, c'était pas très bienvenu. Ils habitaient dans des squats ou dans des petits appartements complètement miteux, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils créaient sur des murs. Simplement, au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte, la mairie, ils ont dit oui, mais la jeunesse, elle s'occupe. Et tout d'un coup, ça a plu. Donc, ils en ont fait des flyers. Et surtout que les tourbus qui tournaient dans toute la ville, jamais ils rentraient dans le quartier de Kreuzberg ou de Schönberg à l'époque. Jamais. À partir du moment où le mur de Berlin était peint, ils sont rentrés dedans. Pas avant. Tout d'un coup, la jeunesse devenait attractive et intéressante. On ne parlait toujours pas de leur musique. Il n'empêche que tout d'un coup, le fait de peindre, quelqu'un qui n'avait jamais suivi de cours de peinture, qui pouvait juste s'exprimer comme vous, comme moi dans cette pièce, le faisait. Et en l'espace de quelques temps, c'est devenu une référence. Et tout d'un coup, ça a attiré les tourbus, les professionnels du tourisme. Et ça a donné tout d'un coup un nouvel argument à aller découvrir une partie de la ville du mur de Berlin. On parle justement de ce mur de Berlin. C'est un clip qui a été tourné par Kidi Sidney, justement, qui a donc fondé les Sprung-aus-den-Wolken, le fameux groupe, mais aussi le Kassettenkombinat dont je vous parlais tout à l'heure. Un jour, il l'a tourné, et on va déjà écouter la musique et en même temps se rincer l'œil. À vous. Ça, c'est des fresques de Thierry Noir. Kidi Sidney aux peintures. Body, my soul. Dreh dich, steh auf. Lache.
Sidney, musique de Sprung aus den Wolken, et donc les fresques de Thierry Noir et donc de Killy Sidney. Alors au début, bien sûr, ça faisait 15-20 mètres, et à la fin, il faisait 200-300 mètres. Et bien sûr, ça a attiré d'autres artistes, dont un Français qui s'appelle toujours Christophe Boucher. Et ils ont été référencés dans le monde entier. Et quand le mur de Berlin est tombé, bien sûr, ces pans du mur ont disparu. Certains ont fini à Monaco ou dans des musées et valent de nos jours une véritable fortune. Alors, petite précision au niveau du Palais des droits de l'homme à Strasbourg. C'est difficile d'y rentrer. Par contre, dans le jardin en bas à droite, vous verrez des pans du mur de Berlin qui sont justement peints par Thierry Noir. Ils sont à Strasbourg. Ils ont été offerts justement après la chute du mur de Berlin, au moment de la réunification. Donc ils existent, sont à Strasbourg, on peut les voir, c'est pas facile de rentrer dans le parc, mais discrètement, avec des sourires, on peut peut-être les voir. Retour à la musique, justement, j'en parlais tout à l'heure, il y avait eu un autre groupe, il y en a eu beaucoup, c'était les Sprung aus den Wolken, donc fondé par Killy Sidney au début des années 80, grâce à son petit label studio du Kassettenkombinat. Il avait la particularité d'être à géométrie variable. Les musiciens, suivant les projets, participaient, repartaient. Donc c'est pour ça que la musique a toujours été approximative, puissante, chaleureuse, mais toujours mal reconnue, mal appréciée par tout le monde. 1984, je crois, Wim Wenders obtient un très beau prix grâce au film Paris, Texas et une Palme d'Or à Cannes. Il obtient beaucoup d'argent. Il part vivre à Berlin. Et c'est là que lui vient l'idée d'un scénario d'un futur film. Il y rencontre toute la scène. Thierry Noir, entre autres, qu'il rencontrera assez tôt. Il lui achètera quelques peintures. Il va rencontrer toute la scène. Et il est intéressé justement pour raconter Berlin, mais d'une façon très particulière. Il va donc en faire un film qui va s'appeler Der Himmel über Berlin. En allemand, ça veut dire le ciel au-dessus de Berlin. Par contre, en français, ça s'appelle Les ailes du désir. Beaucoup de groupes vont se retrouver dedans. On va bien sûr retrouver le fameux Nick Cave avec ses Bad Seeds, ses mauvaises graines, mais il va retrouver aussi les Sprung aus den Wolken. Ils vont figurer dessus avec le titre Pas attendre, Sprung aus den Wolken. S'il y a bien un point commun dans toute cette scène-là, c'est que quand ils ont décidé de s'exprimer d'une façon rudimentaire, le côté do it yourself, en aucun cas ils se sont posé la question est-ce qu'ils pourraient vivre de leur musique. De nos jours, c'est assez incontournable. Il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas commencé à créer. Déjà, ils se demandent combien ça va leur apporter. Bon, à l'époque, c'était pas comme ça. Déjà, on va s'exprimer et après, on verra.
On va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, et après on verra qu'est-ce qu'on pourra en faire, est-ce qu'on pourra peut-être ramener une autre pierre. Mais le côté mercantile au début des années 80, et particulièrement dans la scène berlinoise de l'Ouest, ça n'a pas du tout été le cas. Donc l'argent, le côté mercantile, pas du tout. Les seuls qui se sont fait beaucoup d'argent, en fin de compte, ce sont les grosses maisons de disques, on va dire en travestissant, en détournant le terme et le sens de la musique de la Neue Deutsche Welle, la nouvelle vague allemande. Point. C'est la fin de la conférence. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Arrivera donc les prémices de la techno, les prémices de la house music, celle qui proviendra de Chicago. Et ce sera carrément la musique, le sens d'un générique de la réunification de l'Allemagne. Toute cette scène-là, justement, a façonné, a commencé à bidouiller au début des années 80 au niveau d'ordinateurs, enfin ça n'existait pas, d'oscillateurs, de se fabriquer des synthétiseurs, des choses comme ça. En aucun cas, le terme de musique dansante existait à l'époque. C'était véritablement autre chose. On parlait plus de performance ou de concept. Mais la techno est venue révolutionner tout ça. Quelque part, c'était peut-être pas plus mal. Il y avait un nouveau style de musique qui arrivait à partir de 1988. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin chutait et c'était en même temps la meilleure façon de pouvoir terminer mon livre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ne partez pas, les amis de Travail Rythmique vont vous réveiller dans quelques minutes avec une petite prestation musicale dont ils ont le secret. Merci beaucoup, bonne soirée.